Donc je suis Pierre Serru, je suis le dirigeant de l'entreprise que j'ai reprise il y a 10 ans et je suis accompagné par Aurélie qui va se présenter. Donc bonjour, Aurélie Declercq, directrice des opérations chez Manufacture des Tentes Cabanon. Et donc Olivier Paulus, directeur innovation projet à la Manufacture des Tentes Cabanon aussi. On travaille dans la même boîte, c'est bon. Alors je voulais faire un petit check pour savoir si vous savez tous ce que c'est qu'une tente. Ça va? Ok. Et des vacances, vous savez ce que c'est? Des campeurs aussi? Et est-ce que vous connaissez Cabanon? C'est bien. Donc on a encore un peu de boulot parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui nous connaît. Bien. Donc ce qu'on va vous raconter, c'est l'histoire depuis 10 ans. Donc j'ai repris en novembre, ça fera 10 ans. Et donc je suppose que ça marche comme ça, j'ai compris. Donc un peu pour situer l'entreprise, c'est une boîte qui a plus de 60 ans, qui a été créée à Bailleul, qui a été en dépôt de bilan en 2005, qui a été reprise par Utopia en 2009 et nous on est arrivé en 2013. Donc on fait à peu près, on est assez atypique. Déjà je suis belge, donc voilà, comme ça. Ça vous évite d'éviter de deviner mon accent. On fait 65% d'export, ce qui pour une PME française c'est pas mal. On a 54 collaborateurs, on travaille avec des ETA sur le territoire parce qu'on veut remplir notre rôle social. C'est pas facile à lire. Ouais, non, j'ai tout fait. Voilà. Alors ça, c'est très important. Quand j'ai repris, on avait à peu près 50% des couturières, qui sont quand même les dépositaires du savoir-faire couture, qui allaient partir en retraite dans les 5 ans. Et on m'avait dit, ben, on en a vu 50, on en a retenu 2 que j'ai jamais vus. J'ai dit, ah bon, ça commence bien. Donc j'ai dit, il faut peut-être changer le process parce que... Et donc on s'est dit, à un moment, on a été tenté de plus fabriquer en France et d'aller en Tunisie. Et puis on s'est dit, c'est pas dans notre ADN. Donc les 3 logos que vous voyez là, la fabrication française, c'est clair. On a démarré un système de compétences et ça nous a permis d'obtenir le logo du milieu qui est Entreprise du patrimoine vivant. Qui a reconnu en fait qu'on a un système de développement des compétences, de recrutement, etc. Et dernièrement, on a rejoint la French Fab. Donc pour nous, fabriquer en France, c'est vraiment notre ADN. Et évidemment, ça a des conséquences parce que si vous voulez vous battre avec les prix chinois, ben bonne chance. Donc on travaille, nous, 5 marchés ou 6 marchés. On fait l'hôtellerie plein air. Alors ça, c'est pas très compliqué. C'est camping. Les scouts, les fédérations, donc ça c'est tout ce qu'on appelle collectivité, donc c'est tout qui fait de la campement en groupe. Donc caravane pliante et tentes familiales qu'on distribue à nos distributeurs. Voilà. Hébergement événementiel et on fait pas mal de produits spécifiques. Donc voilà, ça c'est une image du salon VDL qui s'est passé au Bourget la semaine passée. Je ne sais plus tellement parce qu'on fait tellement, là on repart au salon ce soir. Donc voilà un exemple de ce qu'on fait. Ça sont des produits qui sont plus pour l'hôtellerie de plein air. Donc il y a une belle image là en Suisse. Celle de gauche c'est le frein Cook. Et ça c'est des projets qu'on a fait en Corse et en Suisse aussi. Voilà. Alors, je pense que quand j'ai repris l'entreprise, je me suis dit, bon, il faut savoir que... Enfin, Olivier, il était là avant moi. C'était quand même un peu préhistorique. Enfin, la façon dont on regardait les choses était quand même un peu préhistorique. On avait des stocks partout. On faisait des hauts vents, on a vidé des camions. Et donc, je me suis dit, quel est le set de valeurs et en discutant avec Olivier et d'autres, on s'est dit, ben, on va mettre le client au centre de ce qu'on fait. Loyauté et respect, on a des gens qui sont très loyaux, qui sont chez nous depuis des années. Nous gagnons en équipe, ça c'était plus compliqué. Parce que les équipes étaient un peu... Il y avait, je ne sais pas qui a dit, j'ai enlevé des murs invisibles, mais les murs invisibles sont les plus durs à abattre. Les problèmes sont des bonnes nouvelles, ça c'était pas évident non plus. Parce qu'eux, ils ne voulaient pas de problème, ils voulaient rentrer chez eux à l'heure. Et on a une attitude de champion, ça n'a pas été simple non plus. Parce qu'on m'a dit, moi, ils font 100% et il y en a qui sont à 110%. Mais de quoi? Ah ben, d'un temps qu'on a défini comme ça. Et donc, on a commencé à mettre tout ça en œuvre. Et j'ai pas commencé tout de suite avec le lean, même si nous, on fait du lean, mais on n'en parle jamais. Parce qu'on a des gens qui sont des couturiers, des gens qui sont très simples, et donc on essaye de les amener à ça sans utiliser trop de vocabulaire compliqué. Alors le contexte de l'odeur nous a aidé. Le post-Covid pour nous, c'est on a le vent dans les voiles et donc il faut en profiter. On a une forte croissance dans les 5 marchés concerts. Évidemment, il y a des tensions sur les matières premières et des hausses de prix comme tout le monde.
Et on a un gros développement à l'international, c'est l'international qui nous tire. Même si on veut travailler la France. Alors ça c'est un slide un peu compliqué, mais je vais vous le résumer en quelques mots. On a un accroissement très fort du chiffre d'affaires, donc on fait 30 à 25% de croissance chaque année depuis 2 ans. 80% de nos ventes sont des produits qui ont moins de 3 ans, donc on est très fort sur l'innovation. C'est un peu une conséquence du fabriqué français. Si vous n'êtes pas devant, vous allez être derrière. Et donc c'est pour ça qu'Olivier a repris une fonction directeur projet innovation, parce que c'est très important pour nous. L'international, on veut remettre plus 5 pays dans le portefeuille à 5 ans. Et tout ça en fait, il faut faire tout ça. Donc les 3 piliers sont là. Et j'en ai rajouté un qui est la transition écologique, parce que nous, on s'adresse à des clients qui sont dans l'outdoor, l'écologie. Et je ne trouve pas très éthique de dire, ouais, on va faire ça en polluant la planète. Donc par exemple, nos fournisseurs sont à moins de 300 km de nous. Et donc on continue à travailler là-dessus. Et donc évidemment, tout ça est basé sur ce qu'on appelle nous l'excellence opérationnelle, qui en fait doit nous aider à sortir le cash qui est dans l'entreprise pour financer la croissance. Voilà. Alors au niveau du leadership, il a fallu engager d'abord de dire que ce que je voulais c'était possible. Le comité de direction au début, ils n'étaient pas nécessairement tous d'accord avec moi. Après ça, il a fallu challenger pas nécessairement vous, mais les équipes en disant c'est possible, parce qu'on avait des gens, on a beaucoup parlé de taylorisme. Je pense que Taylor, il a dû inventer la couture pour les tentes, parce que nous, on avait une spécialiste de la pose de fermeture qui tournait à 140% de je ne sais pas quoi, mais je pense qu'elle ne savait pas qu'on faisait des tentes. Donc on avait des fermetures, mais on ne sortait pas une tente. Donc il dit oui, ça c'est pas très bon pour les chiffres d'affaires. Et puis il a fallu engager les équipes à aller sur le terrain, et je pense que c'est ce que Aurélie fait tous les jours, moi un peu moins, parce que j'ai plein d'autres projets, donc je suis jamais là, c'est vrai. Donc voilà, alors les processus, alors il y en a 2, mais vous pouvez résumer un. J'ai rajouté les remorques, parce que quand on fait des caravanes pliantes, il y a une partie montage derrière. Et les deux grosses zones où ça coinçait, où on a trouvé des problèmes, c'est la prise de commande et le contrôle qualité, où on trouvait beaucoup de non-qualité. Et on va vous expliquer un peu tout ça. Voilà, donc l'année passée, on s'est retrouvé avec un chiffre d'affaires enregistré en janvier 2022 à 8 millions d'euros pour la fin juillet. Et l'année d'avant, on avait fait 5 millions. Donc c'est comment on va faire 3 millions en plus. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Ça, c'est en fait, pour ceux qui connaissent le modèle Toyota, c'est le toit de la maison. Et donc, on ne tenait pas nos délais, on replanifiait systématiquement. Et donc, quand on ne tient pas ces délais, on ne satisfait pas le client. Et quand on ne satisfait pas le client, on ne retient pas ces délais. Donc, c'est une espèce de spirale vers le bas. Et en plus, on avait beaucoup de problèmes de qualité interne et externe qu'on ne voyait pas nécessairement. Et je pense que la démarche qu'on a entreprise nous a montré où ils étaient et comment on allait travailler. Et je pense que ça, c'est plus pour moi. Attends, j'ai pas fini. Et donc ce qu'on a commencé à faire, c'est de se dire, on va essayer de mettre en flux, et on a attaqué le problème en attaquant les problèmes de qualité. Voilà. C'est à toi, Olivier. Donc voilà. Donc au niveau du bureau d'études, en fait, on a fait un 5 pourquoi, en fait, pour savoir ce qui se passait, pourquoi en confection, en fait, on bloquait la plupart du temps sur certains de nos produits. Donc on s'est dit, pourquoi on n'y arrive pas en confection? Parce qu'on avait des arrêts de chaîne. Des arrêts de chaîne, pourquoi? Parce qu'on avait des problèmes de qualité. Pourquoi? Parce que des produits ne s'assemblent pas. Et donc pourquoi les produits ne s'assemblent pas? En fait, c'est pas compliqué, c'est qu'on a des gros problèmes de conception qui viennent du bureau d'études. Donc en fait, on a mis tout de suite en place des solutions par rapport à ça. Donc ce qu'on a fait, en fait, c'est que au bureau d'études, c'est pas très compliqué. Pour fabriquer une tente, on a un cahier des charges, et du cahier des charges jusqu'à la livraison chez le client, en fait, on a toutes des étapes dans le process. Et donc nous, on avait ce process-là en fait en tête, mais on l'avait jamais mis en visuel, quoi. Enfin, c'était pas du tout visuel. Donc on a commencé à rendre le flux visible, et on l'a mis au tout départ, pour tout vous dire, on l'a mis dans une salle OB1. Donc en fait, on avait toutes nos étapes de process, on avait mis des bacs rouges en fait, et on l'avait mis dans une salle OB1, mais en fait, ça ne parlait à personne en fait dans l'atelier, puisqu'en fait, les gens de l'atelier n'allaient pas dans cette salle. Et donc, on s'est dit, en fait, on va prendre ce petit process qu'on avait fait par post-it tout simple, et on l'a mis dans l'atelier, juste à côté de
de la petite réunion qu'on fait en fait tous les matins dans la réunion de production. Donc, entre chaque étape de process, on a commencé à mettre des bacs rouges pour pouvoir cibler de où venaient les problèmes de conception, de où ça venait. Est-ce que ça venait de nos armatures? Est-ce que ça venait d'accessoires qui manquaient, de problèmes de conception, c'est-à-dire des poinçons qui manquaient, par exemple, pour coudre une veste? Il faut des poinçons, il faut des informations. Et donc, on a mis tout ça et on a mis des bacs rouges. Et en l'occurrence, on a vu que ça venait essentiellement en fait, de la confection. En fait, hein. On avait des problèmes de confection. Et on a décidé de régler tout ce qui était bac rouge très rapide en 24 heures. C'est-à-dire tous les petits bacs rouges qui permettaient d'être réglés dans un temps très restreint, on le faisait tout de suite. Comme ça, en fait, l'avantage de ça, c'était que pour la production, on répondait tout de suite à leurs problèmes. C'était beaucoup plus rapide et eux étaient fervents. En fait, ils se sont mis en fait dans l'idée de rajouter des bacs rouges en fait. Donc en fait, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que au moment où on a créé ces bacs rouges, au début, on en avait quelques-uns, enfin pas trop en fait qui venaient, mais d'un seul coup, on a eu un pic de bacs rouges. Et ça s'est avéré qu'en fait, on a eu des personnes qui sont parties en retraite dans l'entreprise. Et ces personnes, quand elles ont quitté l'entreprise, on s'est rendu compte, enfin on le savait un peu, hein, mais on avait une transmission orale d'informations. On n'avait pas de standard du tout. Donc c'est-à-dire que on faisait des dossiers techniques, mais en fait ils n'étaient pas vraiment utilisés par les couturières. Les couturières savaient exactement comment on coud si je prends l'exemple d'une patrouille, d'une tente lambda, en fait, elles n'avaient pas besoin d'avoir un dossier technique pour le faire. Donc on s'est dit, on va travailler sur le dossier technique parce que les nouvelles couturières qui arrivent dans l'entreprise ne savent pas comment on coud en fait une tente exactement. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on avait. Donc là sur la gauche en fait vous voyez un ancien dossier technique là, avec des informations notées parfois à la main, pas très claires. Et en fait à droite là vous voyez en fait un dossier technique standardisé. Donc là avec toutes les informations de notre ERP puisqu'on a tout recollé ça en fait sur notre ERP. Donc on a une information codifiée du nom, on a des informations codifiées sur les éléments de nomenclature qu'on met, les nomenclatures et les éléments qu'on met sur nos tentes. Et on a daté ça. Pourquoi on a daté ça en fait? Si je reviens en arrière, pardon. Hop, je me suis trompé. Voilà. Pourquoi on a daté ça? C'est parce qu'en fait, à un moment donné, on a commencé à produire des tentes, on a lancé en production des tentes, et en fait, ce n'était pas la bonne tente. On avait fait des modifications au bureau d'études au préalable, pour le client, et en fait, on a lancé à peu près 200 tentes, ou je ne sais plus combien le nombre exactement, mais on a lancé cette production, et c'est avéré que ce n'était pas du tout la production qu'on devait lancer, et on s'est dit, oui, maintenant qu'on a mis en place des standards, qu'on a mis en place des schémas techniques informatisés, en fait, tous les gens de la production avaient accès à ça. Et en fait, on s'est dit, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tout schéma technique qui ne doit pas être produit et on va l'enlever en fait de la production pour que personne ne puisse y accéder. Donc ça a été une petite amélioration qu'on a mis dessus, quoi. Et actuellement, là, on travaille maintenant, le standard du dossier technique est fait, les bacs rouges reviennent régulièrement, et là maintenant, on fait du contrôle directement sur terrain, en fait, sur le lieu de production. C'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout de la finalité du produit, au contrôle qualité. Et en contrôle qualité, en fait, on a mis en place des Pareto pour regarder un petit peu tous les défauts qui revenaient de la couture avant que ça parte chez le client et avant que ça arrive surtout au poste de qualité. Parce que quand une tente arrive sur au poste de qualité de contrôle, ça veut dire qu'il y en a 200 qui sont en train d'arriver, ou 150 ou 40. Mais dans tous les cas, il faut reprendre toute la production complète. Donc ce qu'on a mis en place actuellement, qu'on est en train de commencer, c'est-à-dire de mettre un standard de contrôle. On va au contrôle qualité, on regarde le Pareto, on regarde tout ce qui a de défauts les plus importants et on remonte en fait sur la chaîne de production pour faire un arrêt de production à cet endroit-là pour que ce soit tout de suite modifié. Voilà. Donc là, je vous ai montré en fait un petit plan technique, ce qu'on fait aujourd'hui. Ici, vous avez les visuels là en fait du flux BE qu'on a mis en fait dans l'atelier. Donc vous voyez, c'est très
Enfin, c'est avec des post-it. On va l'améliorer maintenant au niveau du visuel. Là, vous avez encore un autre schéma technique standardisé. Donc, on a travaillé avec le bureau d'études, puisque ce qu'on avait remarqué, c'est qu'on avait des modélistes, plusieurs modélistes en fait. Et aussi, chaque modéliste travaillait à sa méthode. Donc, pas du tout standard. Donc là, on a standardisé en fait toute cette partie-là. Ici, bah, voilà, vous voyez en fait le stock de bacs rouges en fait, qu'on a divisé par 2 actuellement. Donc, qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? C'est qu'en fait, de voir le processus du bureau d'études a permis de voir les problèmes. C'est vraiment le processus du bureau d'études, on l'avait en tête, on ne l'avait pas en fait visible. Maintenant, on peut remettre des bacs rouges pour pouvoir cibler les problèmes. Maintenant, le standard de production en fait, nous donne un langage standard en fait, de discussion. Hein. On travaille à partir de notre ERP et avec les mêmes informations techniques. Donc c'est beaucoup plus industrialisé, plus professionnel, on va dire. On a fait aussi actuellement les bacs rouges qui étaient des problèmes techniques, qui revenaient en tant que problème technique, c'est-à-dire un oubli de poinçon. Un oubli de poinçon, il faut savoir, sur une tente, ça peut être une mauvaise couture après. Hein. Ça peut être quelque chose qui est mal cousu. Maintenant, on n'est plus dans cette étape-là, on est plus sur un travail de relation avec la production. Et donc, le matin, à 9 h, quand on commence la réunion, en fait, la chef de production confection en fait, vient vers nous avec des bacs rouges, mais pas des bacs rouges de correction, mais d'amélioration. C'est-à-dire, elle nous dit, là, vous avez pensé coudre cette partie de cette manière, moi j'estime qu'il faudrait le faire comme ça parce qu'on va gagner ça comme ça. Donc c'est plus du tout la même discussion. On a fait vraiment une étape supplémentaire. Donc voilà, un petit peu tout ce qu'on a fait au niveau du BE. Et là, je vais donner la place à Aurélie. Maintenant qu'on a bien travaillé, c'est Aurélie qui va vous expliquer ce qu'elle a fait. Et donc, comme on pensait que le BE mettait pas assez le bazar, en confection, on en a rajouté. Et donc, nous aussi, on a des arrêts de chaîne qui sont liés à notre propre travail. Et donc, même travail. Donc, c'est un travail qui est à la fois parallèle et à la fois commun au bureau d'études. On est allé voir ce qui se passait. Et donc, on a des arrêts de chaîne. Pourquoi on a des arrêts de chaîne? Parce qu'on a des problèmes qualité au contrôle final. Donc le contrôle final, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est 2 personnes en fait qui chaque jour reprennent chacune des tentes qui sortent de la production et qui les vérifient de bout en bout. Donc elles vérifient qu'il y a le bon nombre d'accessoires, que les coutures sont conformes, etc., etc. Et pourquoi est-ce qu'on a des problèmes qui arrivent jusqu'en bout de ligne? Eh bien, tout simplement parce qu'on détecte les problèmes trop tard sur la ligne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'autocontrôle. Et pourquoi on n'a pas d'autocontrôle? Parce qu'on n'a pas de standard. Comment on en est arrivé à ces conclusions? Tout simplement parce qu'on est allé voir en bout de ligne, on a remonté le flux et on a mesuré les défauts qui arrivaient là-bas. Et donc ça, c'est l'indicateur qu'on suit et qui va montrer à la fin qu'on travaille ou non sur le bon problème. Et donc, à l'instar de ce que fait Olivier avec son bureau d'études, on a mis aussi des choses en place. Et donc, dans les 2 tableaux que vous voyez là, en rouge, c'est ce qu'on a fait et qui n'a pas marché. Et en vert, c'est ce qu'on a fait et qui a marché. Enfin, on le pense, on va essayer de le démontrer après. On a commencé par déplacer nos machines. Parce que finalement, si je reviens en arrière, pourquoi est-ce qu'on a plein de problèmes? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'autocontrôle? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de standard? Eh bien, tout simplement parce qu'on n'est pas en flux. Et donc, on ne voit rien. Et comme on ne voit rien, on a fait une petite VSM avec nos équipes en essayant de dessiner notre flux. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, les tentes, elles passaient dans tous les sens. Hein. Elles allaient d'un point A vers un point B pour revenir à un point 1'. Et puis, ça n'allait dans tous les sens. Donc, on a commencé à déplacer nos machines. Vous voyez que c'est en rouge, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que ça ne pouvait pas fonctionner du premier coup, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, parce qu'on a eu un peu de résistance au changement, juste un peu. Et donc, il a fallu faire des essais, voir comment ça fonctionnait, essayer de repérer les erreurs, etc. Ensuite, on a mis en place un indicateur de suivi des produits sortis de la production, de manière visuelle, à l'instar du bureau d'études. Ça n'a pas fonctionné non plus. Alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Tout simplement parce qu'on n'avait pas tout de suite le bon indicateur. On a commencé à travailler, rendre visuel le nombre de sous-ensembles sortis par jour. Une tente,
c'est un double toit, une tente intérieure, un tapis, une armature, schématiquement, donc 4 sous-ensembles, voire plus quand il s'agit d'une caravane pliante. Et donc c'est super, l'objectif c'était 99 sous-ensembles par jour, sauf que si je sors 90 sous-ensembles, mais que je sors que des tentes intérieures ou que des fermetures, eh ben, je ne vends pas de tente complète non plus. Donc pas le bon indicateur. On a mis en place, comme le bureau d'études, des bacs rouges, des chariots. Comme sur la photo qui est ici, vous voyez, toutes nos tentes, parce qu'elles sont volumineuses, ou parties de tentes, tombent dans des chariots comme ça. Et donc, on les a rendus rouges et on a dit aux équipes, ben voilà, dès que vous avez un défaut, quel que soit le défaut, que ça soit un défaut généré par la coupe, que ça soit un défaut de toile, que ça soit un défaut lié à un process d'assemblage, que ça soit un défaut que vous avez réalisé vous-même, ben, généré vous-même, vous le mettez dans le bac rouge. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné pour 2 choses essentielles. D'abord, parce qu'on n'était pas en flux. Et donc, à un moment donné, le bac rouge, il est à un endroit, mais le défaut, il n'est pas forcément détecté à cet endroit-là. Donc, il revient pas. Et aussi parce qu'il y a cette résistance au changement et dire, moi, j'ai un souci, ça ne va pas, je le mets dans le bac. C'était pas encore dans les mentalités des personnes. On est plutôt à je sors les produits, je réponds à un objectif de rendement et le défaut, c'est pas grave. De toute façon, à la fin, j'ai 2 personnes qui vont le checker. Il va bien finir par revenir. Ok, super, sauf que c'est pas ça qu'on voulait. Ce qu'on voulait, nous, c'était pouvoir le détecter à l'endroit où il était généré pour pouvoir travailler sur ce défaut et mettre en place les moyens de ne plus générer le défaut. Donc, il y a tout un processus de communication au niveau des équipes qui est mis en place et qui doit être mis en place pour pouvoir changer les mentalités et les approches concernant les défauts. On a chez Cabanon une petite phrase qui dit « Tout problème est une... comment on dit déjà, une bonne nouvelle, merci. Ça, les gens, pour l'instant, ne le perçoivent pas comme ça, mais ça commence à venir. Bon, on n'a pas fait que des choses qui n'ont pas fonctionné, heureusement. On a des choses qui ont fonctionné, comme engager les opérateurs. Ça a été compliqué au départ, mais le Gemba qu'on fait systématiquement maintenant, le fait d'aller voir les personnes, de leur poser des questions, d'essayer de comprendre comment ils font, et à minima, de leur faire un retour en leur disant « Écoute, tu m'as expliqué ça, je suis allée voir là, on va faire ça », eh bien, super. Ok, on m'a écouté. Donc peut-être que finalement, ce que je dis, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd et on va pouvoir avancer. Donc ça permet maintenant, le bac rouge n'existe plus en tant que tel, il existe différemment, mais on a des remontées d'informations différentes. On a commencé à mettre en place des standards. Alors ça aussi, ça fonctionne, c'est embryonnaire pour l'instant parce que c'est un travail de longue haleine qui prend du temps, où il faut aller checker sur le terrain, vérifier ce que chaque opérateur fait, comment il le fait. D'une couturière à une autre, on ne fait pas forcément la même chose, donc il y a pas mal de paramètres à vérifier. Mais le fait de faire ça, d'aller engager les opérateurs, d'aller travailler sur le standard, ça génère un effet positif et, 3e point, permet de former les collaborateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va voir une couturière pour travailler avec elle sur la mise en place du standard, quand ce n'est pas elle qui a ce poste-là, mais une nouvelle, on peut sortir le standard en lui disant « Regarde, on a travaillé là-dessus, ce que tu es en train de faire, c'est ça, c'est cette opération-là, les contrôles que tu dois faire, ce sont ça, et ça veut dire que le produit que tu passes à l'opérateur suivant, il doit avoir cette tête-là, et pas une autre. Et donc, du coup, on forme. Ce qu'on a mis en place et qui fonctionne, c'est le Gemba. Donc là, je me répète un peu, mais le fait de passer tous les jours sur la ligne, de poser des questions, ça permet de détecter plein de choses et ça permet aussi aux opérateurs de voir, de leur montrer qu'on s'intéresse à eux. Et ça, c'est hyper positif. L'indicateur qu'on a mis en place et qui n'a pas fonctionné, on l'a fait évoluer. Une fois qu'on a travaillé par sous-ensemble, on s'est dit maintenant on va travailler par tente complète. Donc l'indicateur qu'on suit aujourd'hui, c'est pas tant j'ai sorti 99 sous-ensembles, mais j'ai bien sorti 10, 15, 20 tentes complètes que je peux expédier, facturer aux clients et qui sont conformes surtout. Et j'ai quand même mis en vert le déplacement des machines parce que, mine de rien, on a dû déjà bouger 2 fois les machines. On rentre dans une 3e phase de modification parce que ce qu'on a fait nous a permis de voir des choses. Et donc, mine de rien, avec ça, on avance quand même.
et en plus on intègre des opérateurs qui étaient un peu réticents. Chouette. Donc la photo du bac rouge, vous l'avez vue. La photo qui est à ma droite, du coup, c'est le suivi des indicateurs défauts qui sont sur la ligne. Et donc, on va vous montrer ensuite la résultante du travail qui est fait. Là, c'est une photo d'un samedi matin où on a travaillé avec une petite équipe parce qu'il fallait, avant l'été, dépanner un client qui avait eu une intempérie sur un camping. On a dû lui refaire d'urgence 20 tentes et on s'est dit, 25 tentes, et on s'est dit, eh ben, on va travailler avec le BE, on va se servir de ça pour faire de l'expérimentation, parce qu'en plus on n'avait pas beaucoup de personnes disponibles, et avec une équipe de 5 à 8 personnes, eh ben, on a travaillé sur le standard de la production de ce modèle-là, parce qu'il n'y en avait qu'un, et on s'est dit, voilà, quelles sont les étapes, comment on fait, comment on forme les gens, parce que dans les 5 personnes, on avait une couturière expérimentée et 4 autres qui étaient depuis moins de 3 mois, je crois, dans l'entreprise. Et donc, ça a été hyper formateur. Dans le travail qu'on effectue sur la mise en place des standards, nous sommes aussi allés chez le fournisseur parce qu'on a des défauts toiles. Et donc, la photo qui est à ma gauche, qui est une liseuse chez un de nos fournisseurs de toiles, et ben on est allé chez lui et on s'est rendu compte que nous on avait des standards et lui n'avait pas les mêmes. Donc forcément il a fallu mettre tout ça à plat et maintenant on a chacun des critères d'acceptation d'une qualité de toile qui est identique et qui permet nous de ne plus visiter les toiles. Enfin, on ne le faisait déjà plus, mais on a retravaillé sur les standards parce qu'on s'est rendu compte que ce qui rentrait chez nous n'était pas conforme à ce que nous, on arrêtait tout en bout de ligne. Et le fait de le faire chez le fournisseur, eh ben, on a considérablement réduit le niveau, le lieu où est détecté le problème. C'est pas encore parfait, hein, mais ça va venir. Et comme le bureau d'études, on a mis en place ces petits post-it en fait, et où on a suivi le flux et on s'est dit ben là c'est ça, là on fait ça. On a essayé de suivre quand sortait quoi, à quel moment. Donc là c'est tout un travail sur le tact qui n'est pas encore abouti, tout simplement parce que pour l'instant nous ne sommes toujours pas en flux. L'indicateur dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celui-ci. Vous voyez qu'il était en progression. Bon, là, il ne l'est pas, tout simplement parce qu'on l'a revu. Et donc, on s'est dit, voilà, l'objectif, c'est 99 sous-ensembles. On l'a atteint une fois pour diverses raisons, dont une notamment où quand on génère un défaut, et notamment un défaut sur une série, parce qu'on n'a pas détecté à temps le problème, ben, on mettait 2 à 3 jours à s'en remettre et il fallait à chaque fois repartir dans le flux. Finalement, notre KPI, donc le suivi du nombre de défauts, ça donne ça. En 2021, on avait une moyenne de 41 défauts par jour, donc tout défaut confondu, que ce soit un problème de couture, un problème d'accessoire, un problème d'étiquette. On est passé à en moyenne 10 défauts là au mois de septembre par jour, détectés au contrôle final. Qu'est-ce que ça nous a appris? Ben, changer demande du temps, hein. Ça fait quand même un moment qu'on a entamé cette démarche qualité et donc c'est pas facile de changer les mentalités des personnes. S'intéresser à la non-qualité, c'est aussi s'intéresser aux personnes et s'intéresser aux personnes, c'est aussi s'intéresser à leurs irritants. Ce qui veut dire que pour résoudre les problèmes, il faut aller leur poser des questions, il faut aller leur poser les bonnes questions, il faut regarder. Et donc, mon travail et celui des équipes ici, c'est d'aller vérifier qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le flux de matière circule bien? Est-ce que le flux d'informations circule bien? Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour travailler? Et donc, les opérateurs savent nous dire ça, mieux que nous-mêmes d'ailleurs. Et enfin, essayer, c'est faire des erreurs et recommencer. Vous voyez, on en a un 3e changement de ligne. Heureusement, une machine à coudre, c'est sur roulette, enfin presque. Et donc, on peut les bouger assez facilement. N'empêche que derrière ça, il y a toute une ergonomie et un changement à mettre en place au niveau des personnes et c'est pas facile. En confection, on n'a pas qu'un seul problème. On a un problème de stock et d'encours. Encore une fois, cette problématique-là nous a généré des arrêts de chaîne. Ces arrêts de chaîne, pourquoi? Parce qu'on avait trop d'encours sur la ligne, trop de références et surtout en trop grande quantité. Pourquoi on avait ça? Parce que les quantités de lancement sur les OF, donc OF c'est ordre de fabrication chez nous, ne correspondaient pas à la demande client mais à une quantité économique. C'est-à-dire qu'on se disait, voilà, j'ai 3 fois 10 tentes à faire, je vais en lancer 30 d'un coup et puis on verra bien ce qui se passe.
Et donc pourquoi on faisait ça? Parce qu'on ne faisait pas le lien véritablement réel entre le besoin du client et le planning. On avait une réflexion planning et disponibilité des gens et des machines plutôt qu'une réflexion, moi les 10 premières tentes elles doivent sortir la semaine 1, les 10 autres la semaine 2 et les 10 autres la semaine 3 et pas les 30 la semaine voire 5. Et donc, pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'avait pas de standard non plus de planification et de livraison des matières au niveau des ateliers. Donc, le KPI qu'on a suivi sur ce problème-là, c'est la valeur de l'encours. Vous allez voir, c'est assez flagrant. Qu'est-ce qu'on a fait? Encore des choses qui n'ont pas fonctionné. D'abord, on a rendu l'encours visuel. Il y a des bacs bleus, pardon. Donc le bac bleu, c'est le stock d'encours qu'on a entre chaque étape et qui permet de livrer les étapes suivantes normalement au rythme du client. Ça n'a pas marché. Et donc, ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est de limiter l'avance par secteur. Et donc là, limiter l'avance par secteur, ça fait référence un peu à ce que Pierre disait en introduction. C'était, j'ai pas besoin de 3 semaines d'avance de coupe. De toute façon, la confection, elle ne sait pas produire plus vite que le nombre de personnes et les machines qu'il y a là. Donc si la coupe a 3 semaines d'avance, moi, je ne vais pas gagner 3 semaines. Donc, qu'est-ce qu'on a fait qui a fonctionné? On a limité la taille des ordres de fabrication à la quantité livrée. C'est-à-dire qu'au lieu de lancer 30 tentes d'un coup, j'en ai lancé que 10. On a rendu visuel l'encours. Ça, je vais vous montrer tout de suite. C'est la photo à ma gauche, du coup, à la vôtre aussi. On a fait 2 lignes. La première ligne, c'est ce que la coupe a fait pour moi, pour la confection, travailler dans la semaine. Et la ligne suivante, c'est la semaine suivante. Et on leur a dit, voilà, si les 2 lignes sont complètes, c'est bon, vous pouvez arrêter. On leur a pas dit rentrer à la maison, mais presque. On a identifié l'encours, c'est-à-dire que toutes ces lignes, on a mis les ordres de fabrication sur chacun des chariots pour dire à la confection, si tu prends ce chariot-là, c'est parce que tu es en train de travailler sur ce ordre de fabrication-là, et c'est parce que le client a demandé celui-là, et pas un autre. Et ça, c'était pas si évident que ça. On a mis sur la ligne que les quantités de produits nécessaires en sortie. Donc quand vous voyez les chariots ici, la coupe a mis sur les chariots uniquement la bonne quantité. Avant, quand il faisait 30 pour 3 semaines, il mettait les 30 et il disait aux filles, débrouillez-vous, vous prenez ce que vous avez besoin. Maintenant, s'il doit faire 30 parce que lui veut couper 30 et que nous, on doit en faire que 10, il me sépare les 10 et nous, on prend que ce qu'on a besoin, impeccable, on ne doit pas chercher. Et on a limité l'avance par secteur. On n'ira jamais plus loin que ces 2 lignes pour l'instant. Alors ça, c'est hyper important parce qu'on s'est rendu compte qu'avec cette avance, on perdait et en flexibilité et en qualité. Le premier game-bas qu'on a fait avec Charles là-dessus, c'était sur un produit qui ne sortait pas. Et pourquoi il ne sortait pas? Tout simplement parce qu'on l'avait coupé d'avance. Entre-temps, le bureau d'études a dû faire des modifications sur le dossier à la demande du client. Tout ça s'est mal goupillé. Le produit est arrivé sur la ligne de confection. Et on ne faisait pas le bon produit. Donc on a perdu tout ce qu'on voulait en temps. On a recommencé, on a dépiqué, on a râlé. Enfin, c'était pas top. Et alors, la deuxième photo ici à droite, ce sont les kits qu'on prépare parce que on avait l'habitude de faire des encours de double toit, de tente intérieure qu'on livrait à notre client qui était l'atelier suivant, les caravanes pliantes. Et eux, chez eux, ils avaient tout, des bouts de tout, et ils ne savaient plus faire une caravane pliante. Donc, quand ça arrive en bout de ligne, on fait des kits sur palettes. Et donc, les opératrices qui contrôlent les tentes, elles vont mettre sur chaque palette ce qui est nécessaire pour faire une caravane pliante et pas autre chose. Et donc, le client suivant, qui est l'atelier remorque, il vient chercher sa palette seulement et seulement quand la palette est complète avec tout. Ce qui évite de générer un encours chez eux, ce qui nous permet à nous de vérifier que les palettes sont complètes et pas qu'on fait des bouts de tout et que ça dérive. La photo de gauche, c'est la photo avant, où on a tous nos chariots partout, mal rangés, avec tout un tas de choses dedans. Et la photo de droite, c'est la photo à vendredi soir, quand on est parti en week-end, où l'atelier est rangé, où les encours sont vides, donc on a produit uniquement ce qu'il fallait pour la journée. Et l'équipe qualité a pu contrôler tout ce qui était tombé au sol, parce qu'aujourd'hui, nos tentes tombent toujours au sol. Gros problème qu'on essaye de résoudre chez nous. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on a appris avec ça? C'était qu'au 31 mai, la valeur de notre encours, elle était de 425 000 €. Au 31 juillet, force de travail et de management des équipes, on a réduit de la moitié, de 121 000 €. Et qu'au 27 septembre, on était à une valeur d'encours de 186 000 €.
Qu'est-ce qu'on a appris? Que trop d'encours ne permet pas la flexibilité. Hein. On l'a vu avec mon petit exemple du mois de décembre où quand on prend de l'avance et puis derrière le client demande un changement de dernière minute, et qu'est-ce qu'on fait de nos tentes? Ça coûte cher, hein, de 425 000 à 186 000 euros, Pierre est content. Ça génère de la non-qualité. Parce qu'effectivement, trop d'encours, quand une modif, on ne peut pas rectifier. Ça reste dans des chariots, ça reste plié, puis après, on cherche, on perd nos bouts. Et puis, ça ne rend pas le management de la chaîne efficace, parce qu'il y en a partout. Maintenant, les encours visuels, je vois où c'est, et quand on me prend un chariot qui ne doit pas être là, je vois tout de suite. Et ça permet de limiter les gaspillages liés à la logistique, parce que quand les filles, parce que ce sont des filles essentiellement qui vont chercher les chariots, qui font 10 000 allers-retours parce qu'elles en prennent un, elles prennent que ce qu'elles ont besoin, elles vont le remettre de l'autre côté parce qu'elles n'en ont pas besoin, je peux vous dire que des allers-retours dans la journée, elles en font. Mais on a quand même progressé un peu. Veux-tu conclure là-dessus? En 30 secondes. Je voulais montrer celui-là. Donc, si vous vous souvenez... j'avais dit on a fait 5 millions, il en faut 8. Alors on n'a pas réussi à faire 8, mais on a quand même fait mieux que ce qu'on faisait l'année passée. Donc tout ça est en route. On suit le chiffre d'affaires tous les jours. Tous les jours, je sais ce qui est facturé. Toutes les semaines, on vérifie. On a un objectif en fin de mois. Et tout ça n'est possible que parce que les équipes d'Olivier et d'Aurélie ont bossé sur le sujet. Finalement, la conclusion, c'est que qu'on l'appelle lean ou autre chose, c'est toujours une question de personne. Et donc nous on fait beaucoup attention à est-ce qu'on a les bonnes gens, est-ce qu'ils vivent nos valeurs, est-ce qu'on les respecte assez. Je pense que c'est très difficile quand on a quelqu'un qui dit vous êtes fou, parce que je pense qu'au départ ils ont dû se dire il est fou, de dire explique-moi ton point de vue. Et aujourd'hui je le dis avec humilité, j'aurais bien voulu que la chef de l'équipe confection vienne présenter ce qu'elle a fait, mais je pense qu'elle n'y est pas encore, donc je voulais pas prendre ce risque là. Peut-être j'ai eu tort, on verra bien. Mais je pense que si on est réinvité, je pense que ce serait bien si les chefs d'équipe peuvent venir. Pardon? Le message est passé. Oui, voilà. Donc voilà, je pense que ce qu'on a voulu vous montrer, c'est que c'est pas un long fleuve tranquille. C'est plutôt un torrent des Alpes. Ça marche pas, on prend des cailloux, on recommence. Et donc nous, humblement, on se dit, on fait des erreurs. Et je voulais vous laisser sur 2 citations, une de Mandela et une de Winston Churchill. Et je suis convaincu que quand je vois Olivier et Aurélie parler, l'enthousiasme est là. Et on va encore se planter, mais on se plantera avec enthousiasme. Voilà. Merci. C'était fameux, comment dire.